Alors, nous sommes arrivés à la partie phonétique. Évidemment, il n'y a pas le 19 le 18e siècle, du point de vue de la phonétique, ce n'est pas une époque d'énormes innovations. Mais, on assiste à des tentatives de systémation et d'organisation de certains phénomènes qui avaient déjà commencé à s'affirmer en précédence. Et surtout, ce qui est très important, c'est le siècle de la parution du dictionnaire de l'Académie du 1740 qui essaye de fixer justement une première réforme orthographique. Et c'est surtout ça qu'on verra. Évidemment, à côté de ça, il faut avoir aussi certains effets de la Révolution française sur la prononciation et sur l'orthographie. Donc on peut commencer tout de suite à voir la première des 4 fiches de phonétique qu'on aura à voir aujourd'hui. Euh, alors, la prononciation cultivée pendant ce siècle s'adapte à la loi de position, qu'on a déjà vu, la position introduite déjà à partir du XVIe siècle. Et donc, dans l'orthographe, on introduit un accent grave dans les mots père, mère, lèvres. La prononciation de ces mots avant était discutée parce que, en principe, on aurait pu aussi prononcer avec des et fermés. Et dans certains cas, on trouve même des accents aigus sur cette forme. Donc, évidemment, je le dis tout de suite, comme c'est le cas pour, non seulement pour cette innovation, mais pour toutes les autres innovations qui seront introduites, même de manière officielle, avec le dictionnaire de l'Académie de 1740, euh, ces normes ne seront pas appliquées de manière totale, immédiate, etc. On pourra constater déjà dans les textes qu'on abordera, qu'on lira ensemble dans la partie de commentaires des textes, que il reste encore un certain flou dans l'application de ces règles. Certains typographes l'appliquent, certains typographes, certains auteurs les appliquent et d'autres pas. Mais c'est une prise de position importante qui amènera dans le temps à une fixation de ces règles orthographiques. En même temps, on enregistre aussi dans le XVIIIe siècle euh, la prononciation fermée de O avec accent circonflexe et la vélarisation de A avec accent circonflexe, c'est-à-dire le O et le A long acquièrent une prononciation qui leur est propre et qui restera dans les siècles, quitte à commencer à s'estomper justement à la fin du XXe siècle en France, mais pas en Suisse par exemple. Et ça, c'est une chose sur laquelle on reviendra. De la même manière, la prononciation est ouverte de la graphie AI s'impose tout d'abord dans la forme de AI qui précède des groupes de consonnes, par exemple c'est le cas de Pêtre, et ensuite en position de hiatus, par exemple dans le cas de plaie. Là aussi, donc, il y a cette imposition de la prononciation est ouvert de la graphie AI. Un autre élément plus important qui nous montre justement que la Révolution française arrive à avoir des effets jusqu'au menu question linguistique, si vous voulez. Je vous avais dit que dans l'évolution euh, vocalique, évidemment, diphtongaison et tout ça, tout ce qu'on avait vu dans le Moyen Âge, on arrivait à la fixation de la graphie OI, mais la prononciation de cette diphtongue évoluait jusqu'à ouai, prononciation qui reste vivante jusqu'au XVIIIe siècle. C'est justement après la Révolution qu'il y a un basculement, un changement qui provoquera le passage à la prononciation typique du français moderne, c'est-à-dire la prononciation oie. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la prononciation ouai, qui était pourtant prévalente dans la société, était considérée comme typique de l'aristocratie, comme une mode typique de l'aristocratie. Or, ça fait partie de toutes les réactions, même violentes, face à ce monde fermé de l'aristocratie française que la Révolution imposera au niveau linguistique le passage à une prononciation qui était considérée une prononciation plus populaire, qui est la prononciation wa, et cela s'imposera dans la langue jusqu'à nos jours. Une dernière observation pour cette première fiche. Alors, pour indiquer la prononciation
est au vert, encore une fois, de la forme de les formes ouais dans les imparfaits et dans les conditionnels, on commence à adopter la graphie moderne AI à cette époque. C'est ce qu'on appelle l'orthographe de Voltaire, qu'on voit attesté pour la première fois justement dans un ouvrage de Voltaire. On en parlera dans le commentaire des textes publiés en 1751. Jusqu'à cette époque-là, jusqu'à ce passage-là, comme vous le savez, comme vous avez vu, la graphie des imparfaits de conditionnels était toujours l'ancienne graphie OI prononcée ouais, ou à la limite déjà prononcée est, mais sans changement graphique. Or, c'est justement à la moitié du XVIIIe siècle qui commence à s'introduire, pas à s'imposer. Il faudra encore du temps. Mais à partir de Voltaire, on commence à écrire à I. Deuxième fiche de phénomène phonétique. On passe aux consonnes. On assiste à cette époque à la réintroduction de quelques consonnes étymologiques qui avaient été éliminées en précédence, comme par exemple le R de lorsque et le P étymologique dans la forme psaume. Toujours pour rester aux consonnes, le Z final qui était typique de certaines écritures déjà à partir du Moyen Âge est éliminé dans tous les pluriels et les participes passés qui sont écrits maintenant avec un S. Vous voyez le pluriel d'amitié avec S et le participe chanté avec un S. Il faut remarquer que c'était une graphie, une orthographe déjà proposée par Corneille. Nous l'avions vu dans ses prises de position orthographiques du 1663, mais qui est adoptée uniquement avec le dictionnaire de l'Académie du 1762. Le même Z est maintenu seulement dans le cas de mots indéclinables, et c'est encore les mots dans lesquels on le trouve aujourd'hui, hein, né, chez, assez, ou dans les conjugaisons verbales. Donc, deuxième personne du pluriel, vous chantez toujours avec un Z. Et ce sont les seuls cas dans lesquels le Z final est maintenu. Par contre, certaines consonnes finales réapparaissent dans la prononciation. C'est le cas, par exemple, du C final de tabac, qu'on prononce comme ça, et de lac, qui par contre, on prononce encore aujourd'hui avec le C final. Et pour faire un pas en arrière, revenir aux voyelles, certaines voyelles en hiatus sont également prononcées et marquées par un accent ou par un tréma pour en souligner la prononciation, justement. C'est le cas de fléau, géant, naïf. Ce sont des formes qu'en principe, on a vu que ces hiatus ont tendance à disparaître. Donc, la voyelle faible euh, du hiatus a tendance à être absorbée, à disparaître, mais au XVIIIe siècle, on réintroduit, on renforce certaines de ces voyelles, ce qui donne, comme on l'a déjà vu pour d'autres cas au XVIIe siècle, ce qui donne un système mixte qui caractérise encore la langue française aujourd'hui. Parce que, par exemple, on dit fléau, comme on voit, on dit géant, on dit naïf, mais dans d'autres cas de hiatus, il y a eu élimination phonétique d'une voyelle, même si cette voyelle est conservée du point de vue graphique. Donc, on ne dit pas out, mais on dit out. On ne dit pas paon, mais on dit pan. Du point de vue de la prononciation des consonnes finales, c'est la même chose. On a un système mixte. On dit direct, mais on dit aspect. Donc, il y a encore une fois une confluence de deux systèmes différents euh, qui restent actifs en même temps dans la langue d'aujourd'hui. Pour finir, la seule innovation réelle d'un point de vue phonétique, jusqu'à maintenant, on a vu plutôt des aspects orthographiques plus que des aspects phonétiques. Le seul changement, vous voyez que déjà au XVIIe siècle, la phonétique s'était désormais plus ou moins stabilisée. On avait vu que la seule nouveauté du XVIIe siècle était l'élimination de l'aspiration du H germanique. Pour ce qui est du XVIIIe siècle, on a l'évolution du L mouillé, qu'on appelle L palatal mouillé, qui devient une demi-voyelle, donc devient iode.
à partir de la Révolution, justement. Donc c'est une transformation qui s'affirmera plutôt au 19e siècle, qui commence déjà à la fin du 18e. Par exemple, des formes telles que abeille, oreille étaient prononcées avec un L palatal encore à cette époque, abeille, oreille. Alors que à la fin du siècle, on a ce passage, cette simplification, cette réduction du L palatalisé. Et on peut passer aux deux dernières fiches qui nous montrent, dans lesquelles on va voir justement les phénomènes les plus importants de la réforme orthographique de l'Académie française de 1740. Essayons donc de nous concentrer sur ces formes les plus importantes. Première chose, le dictionnaire de 1740 confirme la distinction existante entre voyelles longues et brèves. Mais il y a un problème qui se pose, comment distinguer ces voyelles euh, dans la langue écrite et comment favoriser une orthographe qui nous aide à la prononciation. Euh, Par exemple, certaines voyelles longues, dues à la disparition du S qui précédait une consonne, sont marquées par un accent circonflexe. C'était déjà le cas au XVIIe siècle, c'est imposé ou régularisé en 1740. Des formes telles que accroître, apôtre, âpre, bâtard, château, vous voyez, il s'agit toujours de voyelles longues qui sont marquées par un accent circonflexe. Mais dans le cas du et, il y a deux possibilités parce que le E peut être ouvert ou fermé, bien entendu. Alors, le et long s'écrit avec accent circonflexe s'il est ouvert. C'est le cas de bête et de fait, mais avec un accent aigu s'il est fermé. École, chrétien. Vous voyez que le et est toujours long, mais dans les deux premiers exemples, il se prononce de manière ouverte, bête, fête, et dans les deuxièmes euh, cas, il se prononce de manière fermée. École, chrétien. Évidemment, on a quelques exceptions. Par exemple, bêtise, qu'on prononce avec « et » fermé, s'écrit avec un accent circonflexe comme s'il s'agissait d'un « et » ouvert. Pourquoi? Parce que le mot bêtise est refait directement à partir de la graphie bête, dans laquelle l'accent circonflexe est parfaitement à sa place, par contre, parce que dans bête, le « et » est ouvert. Dans certains cas, l'accent circonflexe indique une voyelle longue qui ne dérive pas d'une suppression de S. On a vu jusqu'à maintenant des cas qui étaient dus à l'élimination du S devant consonne, mais dans d'autres cas, la voyelle est longue même s'il n'y a pas chute du S. C'est le cas par exemple de trône, grâce, infâme. Donc on utilise toujours l'accent circonflexe, mais pas dans les dérivés. Dans les dérivés, on n'a pas d'accent. Gracieux, infamie. Pourquoi cela? Surtout pour remarquer que la voyelle que dans les formes de base, pour ainsi dire, avait l'accent circonflexe, c'était la voyelle tonique. Dans les dérivés, normalement, la voyelle tonique, par contre, est la voyelle suivante du radical, de la désinence des formes composées, des formes dérivées. Donc, dans gracieux, c'est E qui est la forme tonique. Dans infamie, c'est I qui est la voyelle tonique. Et donc, ce n'est pas nécessaire de marquer la longueur de la voyelle avec l'accent circonflexe. On assiste également à une généralisation et à une systématisation surtout de l'emploi des accents aigus et graves pour indiquer la prononciation des voyelles. Encore une fois, je vous répète que cette systématisation générale ne s'impose pas d'un jour à l'autre. Ce n'est pas que immédiatement après la parution du dictionnaire de 1740, tout le monde commence à placer de manière correcte les accents aigus et graves, mais c'est un phénomène qui est reconnu par l'Académie et qui devient donc petit à petit euh, officiel dans l'écriture, surtout dans l'écriture la plus élevée. Alors, on passe à la dernière fiche de phonétique qui est toujours consacrée au phénomène de la réforme orthographique du 1740. Un autre phénomène auquel on assiste, c'est l'élimination de la graphie Y. Si vous vous souvenez, au XVIIe siècle et au XVIIe siècle, pardon, on abusait de ce Y dans la graphie. On l'élimine.
Maintenant, surtout en position finale. Et là, vous en avez quelques exemples. Ceci qui devient ceci, roi qui s'écrivait avec un Y, ou alors joie qui devient joie avec sans Y, etc., etc. Donc, tendance à éliminer le Y à l'intérieur de mots et surtout en position finale. Par contre, ce même Y reste pour marquer le double I, c'est-à-dire un I long, pour ainsi dire. Donc, payer, vous voyez que ce I est beaucoup plus long parce qu'il est en fait formé par deux I. Or, dans ce cas, on garde le Y. Frayeur, croyez, abbaye, toutes des formes avec le double I qui restent encore aujourd'hui avec le Y. Finalement, une autre attitude utilisée pour indiquer les voyelles brèves, et surtout les voyelles brèves ouvertes, c'est l'emploi d'une double consonne. Ça, on l'a déjà vu dans certains textes du XVIIe siècle, mais cela se confirme en 1740. Donc, notamment, euh, on a je cède, dans lequel l'accent grave indique la prononciation ouverte dans une voyelle longue. Je cède. Et par contre, lorsqu'on a la double consonne, ce n'est pas nécessaire de mettre l'accent. On sait que la voyelle tonique sera une voyelle ouverte et brève. Donc, jette. Cède, plus longue, jette. Là aussi, cela provoque la permanence de pas mal de contradictions. Par exemple, Voltaire utilise souvent la graphie GT dans laquelle la voyelle n'est pas ouverte euh, avec un double T. Euh, à côté de cela, on constate une graphie correcte, jette, appelle avec double consonne, mais dans d'autres cas, on recourt par contre euh, à l'accent grave, achète, gèle ou encore à l'accent circonflexe, comme dans le cas d'arrête, mêle. Encore, on a des cas dans lesquels la voyelle ouverte est exprimée par le double consonne tel que flotte, frotte, sonne, mais dans d'autres cas, il n'y a pas de double consonne et pourtant la voyelle est tout de même prononcée de manière ouverte. Note, rote, vol. On continue pendant le XVIIIe siècle à supprimer des consonnes étymologiques superflues. Par exemple, on constate que le mot avocat, qui s'écrivait avec un D étymologique latin, est simplifié, donc on élimine le D. Et surtout, on élimine le S, par exemple, de la forme toujours, qui jusqu'au XVIIe siècle et au XVIIIe, de la première moitié, s'écrivait avec un S. D'autres formes, c'est par exemple la forme bienfaiteur qui s'écrivait avec un CT étymologique qui est simplifié et on élimine le C. Mais là, on remarque par exemple que chez Voltaire, après donc 1740, on trouvera encore la graphie latinisante bienfaiteur avec le C. On le verra dans le commentaire des textes. Finalement, toutes ces ambiguïtés concernant la conservation ou l'élimination des consonnes non prononcées mais étymologiques génèrent encore une fois un système mixte dans lequel on assiste à des formes telles que toi, qui aurait dû avoir un C étymologique, mais dans lequel le C a été éliminé, mais par contre, dans doigt, le G, qui n'est pas prononcé, est conservé. Cela probablement parce que on doit pouvoir le distinguer par des formes homophones telles que doit, verbe, devoir. Après, on a des formes simplifiées telles que tentation, dans laquelle on aurait dû avoir un P devant le T, le premier T, le deuxième T, excusez-moi, mais on a la forme temps dans laquelle le P étymologique n'est pas prononcé, mais est pourtant conservé d'un point de vue euh, graphique. Et c'est tout pour l'orthographe. On passe immédiatement au lexique. Alors, pour le lexique, par contre, le lexique est le domaine dans lequel on voit euh, le plus de changements et les changements les plus importants au cours du XVIIIe siècle. Donc, c'est véritablement un siècle dans lequel la langue française s'enrichit d'un nouveau lexique. Et j'essaierai de vous montrer
quelques exemples, surtout dans les domaines les plus importants, c'est-à-dire d'un côté le lexique philosophique, scientifique et politique, et de l'autre côté le lexique apporté et introduit par la Révolution française. Nous avons trois fiches à commenter. On commence tout de suite par la première. Alors, je vous avais parlé du lexique scientifique des conférences sur la physique de l'abbé Nollet. Là, vous avez quelques exemples justement des mots qui sont entrés dans le vocabulaire, dans le lexique français, grâce à ces conférences et surtout à la traduction souvent de certaines formes qui existaient déjà dans d'autres langues. Euh, je ne vais pas commenter toutes les formes, mais je vous laisse regarder pour voir comment euh, ces conférences ont amené un véritable progrès du point de vue du lexique scientifique. Je vous avais parlé aussi d'une certaine réaction du XVIIIe siècle à comment dire, abstraction élitiste du lexique poétique pour lequel on ne pouvait pas utiliser des mots normaux, des mots communs, mais il fallait utiliser des formes typiquement désignées pour la poésie. Alors là, je vous en donne quelques exemples pour vous faire comprendre qu'effectivement, la réaction partie des auteurs du XVIIIe siècle était tout à fait justifiée. Donc, par exemple, euh, les crimes, on ne pouvait pas parler de crimes en poésie, mais on devait parler de forfaits. Les hommes n'étaient jamais les hommes, mais les mortels. On ne devait pas utiliser une épée dans la langue poétique, mais une glaive, bien sûr. On ne pouvait pas monter sur un cheval, mais sur un coursier. Le sein, il ne fallait jamais le dire, c'était le flanc. Le mariage était l'hyménée, etc. Donc vous voyez que euh, c'était un lexique pour initier qui résultait finalement incompréhensible, tout à fait détaché de la langue commune. Et la réaction à ce type de réduction élitiste de la langue poétique fait en sorte que finalement ces mots commencent à disparaître et à être remplacés par des formes plus communes, bien entendu. Or, je vous avais dit que le dictionnaire de 1762 introduit 5000 nouveaux mots, surtout des mots concernant les sciences et les arts. Ce sont les mots utilisés par exemple par la Benolé qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres formes comme celles que vous voyez. Euh, il s'agit souvent des latinismes, des formes cultivées, activités alternatives, organisation, concentrée, constatée, etc. Voilà un certain nombre de formes parmi celles qui ont été introduites dans le dictionnaire de l'Académie du 1762. Ainsi que, à cette époque, il y a certains suffixes qui deviennent très productifs. Je ne vous en donne pas d'exemples, mais vous trouvez certains exemples dans le manuel de Perret, notamment les suffixes isé, fié, et euse, able, ible, isme. Ce sont des suffixes qui deviennent très productifs et beaucoup de mots, de nouveaux mots, sont formés par composition en utilisant euh, ces types de suffixes. Ou quelques préfixes, ils sont moins nombreux, les préfixes qui ont un véritable succès dans ce siècle, mais par exemple, on constate euh, la création de pas mal de nouveaux mots avec le préfixe in ou un, selon la position évidemment du préfixe devant le mot. Pour terminer cette première fiche, il fallait parler évidemment du phénomène qu'on appelle marivaudage, qui était condamné. Marivaudage est une expression qui est utilisée en sens négatif, évidemment, pour condamner. Le marivaudage était la manière qu'avait Marivaux, qui introduisait Marivaux pour euh, faire parler d'amour, pour décrire comment dire, longues discussions amoureuses, la manière de courtiser les dames, etc., euh, qui devait désigner d'une certaine manière aussi un peu vide de la haute société de parler d'amour. Or, ce marivaudage qui était condamné par l'Académie française donne par contre certains néologismes qui sont introduits, qui restent dans la langue française. Cela signifie que l'Académie française
est puissante, c'est vrai, mais certains ouvrages, même condamnés par l'Académie française, ont un tel succès que le lexique utilisé dans ces œuvres reste, en quelque cas, dans la langue française. C'est le cas de Tomber amoureux, qui n'est pas une expression inventée véritablement par Marivaux, mais qui est une expression relancée plusieurs fois dans les œuvres de Marivaux et à partir de là, entrée dans le lexique commun euh, de la langue française. Ou d'autres formes telles que amicale, bienfaisance, impressionné, perfectionnement. Vous voyez, il s'agit souvent de formes longues qui étaient construites, justement composées pour impressionner les gens, justement. On peut passer donc à la deuxième fiche dans laquelle on parle de l'influence de l'anglais. Alors, je vous avais dit, euh, je vous avais parlé de la première partie de l'anglophilie affichée par des philosophes tels que Voltaire, par exemple. Cela provoque évidemment l'entrée de nombreux emprunts anglais dans la langue française. L'anglais est une langue qui est en expansion. C'est la langue que suite à la crise du français au XIXe siècle, remplacera le français comme langue commune, pour ainsi dire, de l'Europe. Mais déjà à cette époque est une langue en expansion et certaines formes, comme vous voyez, euh, sont des formes dérivées de l'anglais. Il s'agit dans certains cas encore de formes, comme on avait vu dans nos premières séances, des formes de retour, c'est-à-dire des formes qui euh, étaient français au début, qui sont passées dans la langue anglaise grâce à l'influence de l'anglo-normand et qui reviennent ensuite dans la langue française, mais pas tous les mots. Certains mots ont cette origine, d'autres sont de nouvelles créations. En même temps, au XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle est un siècle d'évolution politique et d'énormes discussions politiques. Ce n'est pas une surprise, donc, si on retrouve beaucoup de mots nouveaux qui ont à faire avec le domaine politique, de mots tels que vote, parlement, majorité, motion, verdict, libre penseur, etc., sont introduits justement en, au courant du XVIIIe siècle dans la langue française. On a ensuite une série de mots qui sont assez intéressantes. Ce sont des mots qui existaient déjà, pas des mots très anciens, mais des mots qui existaient déjà, auxquels on fait subir une sorte d'évolution sémantique pour les adapter aux nouveaux domaines de la politique et de la révolution. Le même mot révolution était un mot qui était utilisé en astronomie pour indiquer le mouvement des corps célestes, par exemple. Or, ce mot est appliqué à la politique pour la première fois par Montesquieu. Et c'est intéressant parce que c'est un mot qui deviendra très répandu justement à cause de l'emploi qu'on en fait au courant de la Révolution française. Mais d'autres mots qui appartiennent à d'autres domaines subissent ce glissement sémantique. Par exemple, certains mots qui faisaient partie du domaine religieux, le mot vote et le mot session, qu'en ancien français signifiait indiquer le fait d'être assis, passent au domaine politique avec une signification plus particulière, plus spécifique. Et euh, finalement, bon, ça, on l'avait déjà dit, c'est peut-être inutile, mais je l'ajoute pour finir le discours qu'on a commencé au début de cette fiche. Il y a la fin de l'anglophilie, donc la cessation, pour ainsi dire, de ces emprunts à l'anglais à cause des tensions anglo-françaises suite au soutien français accordé à la Révolution américaine. Mais on a déjà parlé de cela et donc je n'insiste pas. On arrive de cette manière à la dernière fiche qui nous montre les nouveautés lexicales, les néologismes introduits justement par la Révolution française. Euh, c'est un lexique qui est souvent inspiré, comme je vous avais déjà dit, à l'époque antique, donc à la République romaine, qui est la période dans laquelle les révolutionnaires se reconnaissaient mieux. De mots tels que veto, régicide, cisalpin, transalpin, ce sont autant de formes
lexicale introduite à l'époque révolutionnaire dans le discours. Un autre effet important de la Révolution est son hostilité envers le latin. Le latin qui était ressenti comme la langue de l'Église et donc comme la langue de la religion. Pour cette cause, les révolutionnaires essayent de éliminer l'enseignement en latin et de passer à l'enseignement donné en français. Comme je vous ai dit, c'est une idée qui n'aboutira pas immédiatement. On verra la semaine prochaine comment le passage de l'enseignement en latin à l'enseignement en français se fera dans le temps. On a parlé dans la fiche précédente de quelques emprunts au langage religieux qui subissent un glissement sémantique, mais il est intéressant de remarquer que même certains mots qui sont typiques de la langue révolutionnaire dérivent en réalité de la langue religieuse. Donc, évidemment, le lexique révolutionnaire n'existe pas en tant que tel. C'est un lexique qui doit s'appuyer sur un lexique préexistant auquel on change de connotation pour lui donner une nouvelle connotation révolutionnaire. Le mot fraternité, un des mots les plus importants de la Révolution, était un mot religieux qui indiquait l'amour universel entre les chrétiens ou l'amour du prochain. Le même mot salut, le comité de salut public, etc., était le fait d'être sauvé de la damnation éternelle pour. Donc c'était une signification encore plus spécifique, si vous voulez. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, le mot salut est plutôt utilisé dans ce sens, dans son ancien sens religieux. Et par contre, ces deux mots entrent dans le lexique révolutionnaire au point que l'expression salut et fraternité était la manière de s'échanger de salutations, justement, pendant l'époque révolutionnaire. Or, c'est intéressant de remarquer que, évidemment, il y a toute une série d'innovations. Vous savez que la révolution essaye de couper de manière nette avec le passé. Et donc, elle change le calendrier, on change les unités de mesure, et donc il y a forcément toute une série de mots nouveaux qui indiquent de nouvelles unités de mesure, etc., qui sont introduits à l'époque révolutionnaire. Or, si la nouveauté du calendrier ne sera pas retenue, et donc tout les nouveaux lexiques qui indiquent le calendrier sera perdu finalement, du point de vue des unités de mesure, cela reste jusqu'à nos jours. Et donc certains mots tels que mètre, kilogramme, aristocrate, etc., qui sont introduits, sont des néologismes introduits à l'époque révolutionnaire, sont en effet des mots euh, qui sont intégrés dans le dictionnaire de l'Académie post-révolutionnaire, c'est-à-dire le dictionnaire publié en 1798. Et cela nous amène à la fin de la partie lexicale. Il nous reste à voir seulement la partie de commentaires des textes.